Quand il y a un peu moins d'écart, évidemment, le fait d'être d'un club historique, d'avoir gagné 15 Ligues des Champions, etc., d'être le Real, ça fait la différence. Mais quand tu es autant... Enfin, quand il y a autant d'écart entre les deux équipes, c'est plus possible. Et comme on disait avant le match aller, et finalement c'est ce qui s'est passé au match aller et au match retour, Ancelotti n'arrive pas à choisir à quoi va ressembler le match. Et ce soir, tu dois mettre 3 buts, tu fais 3 frappes cadrées. Tu fais 3 frappes cadrées, dont une frappe complètement molle de Vinicius, une frappe offerte par Saliba et une frappe de Brahim Diaz à l'arrache en fin de match. Donc qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est pas possible. Il y a un moment où on pouvait croire à quelque chose. Quand il y a eu un moment. Son péno, voilà. Je me dis, bon, est-ce que c'est en train de prendre une tournure? Et quand dans la foulée, Mbappé croit obtenir son péno, où il y a 10 minutes de VAR, c'est une situation complètement ridicule. Hein, prendre autant de temps pour une telle décision. Donc, tu vois, si à ce moment-là, eux ratent le péno, et tu vois que Saka, en plus, Odegaard, je sais pas, Julien, tu confirmes, il a fait quoi? Il a reculé? Il a pas voulu tirer? Non, c'est souvent comme ça en fait. Odegaard prend le ballon comme il va, on a l'impression qu'il va tirer, finalement il va pas. Bon, pour absorber la pression et tu sais quand pour protéger le tireur, voir, parce qu'elle est quand même pourrie la Panenka de Saka. Une Panenka sur le côté, j'avais vu ça avant. Ah oui, au Milan, c'est au milieu. Mais il a le courage derrière de refaire un piqué quand il est en contre-1 face à Courtois. J'ai trouvé ça très fort. Après, si dans la foulée, tu as le péno un peu généreux sur Mbappé, ça fait à ce moment-là, je me suis dit... Bon, là, il peut y avoir une sorte de bascule, une euphorie, mais la folie qui peut revenir. Dans le jeu, il n'y a rien qui te permet de croire qu'il peut se passer un truc. Tu balances des ballons dans la surface et tu n'as pas de joueur de tête. Tu ne vas pas te mettre à jouer à l'anglaise des années 70 ou 80 centres, en balançant des ballons dans la surface si tu n'as même pas de mec pour dévier les ballons. Parce que même quand les Anglais faisaient ça à l'époque, leur fameux style... C'était un peu élaboré parce que tu avais toujours un mec qui déviait le ballon pour un autre. Du kick and rush. Ouais, tu avais une sorte d'élaboration, même si on trouvait que c'était un peu primaire comme jeu. Mais là, il n'y a rien. Tu balances le ballon et puis c'est tout ce qui se passe, quoi. Et Daniel, on parlait l'autre fois de la qualité de centre du Barça qui faisait souvent la différence. La qualité de centre du Real Madrid. Qu'est-ce que tu veux faire quand la moitié des centres, tu as l'impression que les mecs ils se mettent la main devant les yeux et ils sont trop pifs et il n'y a personne pour récupérer le ballon. C'est pas possible d'être dangereux comme ça. Le centre, c'est quand tu débordes et c'est pas quand tu centres de là où il centrait ce soir, où c'est très difficile de travailler un ballon. En plus. Et d'ensuite, quand tu le réceptionnes, si éventuellement tu le réceptionnes, de donner assez de force à ta tête pour qu'elle aille dans le cadre. Normalement, un centre, c'est quand le gars déborde et va le plus proche possible de la ligne de fond pour adresser un ballon qui est centré, où là, effectivement, tu coupes la trajectoire. Là, de là où il centrait, c'est injouable, en fait. Bon, Jordan est là. Tu jettes un ballon. Ouais. Jordan est supporter du Real. Bonsoir, Jordan. Et bonsoir, Gilbert. Salut, Jordan. Bonsoir. Bon, t'es pas venu chouiner, hein. C'est bon, vous n'avez pas gagné tous les ans non plus. Hein. Non, quand même pas, non. Bon, vous pouvez laisser un peu les autres croquer, non? Ouais, un peu, ouais. Bon, est-ce que ça ressemble quand même à une humiliation, Jordan, pour le Real? Non, je pense pas, parce qu'en fait, je pense qu'elle était attendue finalement, donc humiliation, non, je pense pas. C'est la logique de toute la saison et la logique de toute la politique qui a été menée, où t'as pas recruté, t'as gardé un entraîneur qui a fait 6 années mais qui a pas de fond de jeu. Donc non, je pense pas que ce soit une humiliation. Non, il faut reconstruire un peu, il faut tourner une page, il y a des joueurs que tu vas garder. Tu prends, les gars, pardon, tu prends quand même 5-1 sur 2 matchs. Tu prends 5-1 sur 2 matchs. Hein. Bah ouais, moi je trouve que c'est une humiliation pour le Real, c'est le Real. Oh. Moi aussi. Hein. Ouais, mais en fait, c'est. Champion d'Europe. Hein. Ouais, mais il n'y a pas de surprise en fait dans ce résultat. Ouais, voilà. Mais en fait, non, mais une fois que tu as dit qu'ils sont humiliés, vas-y, qu'est-ce que t'en vas à foutre après tout? En fait, moi, comme je disais. C'est un bide, oui, ok, c'est un bide. Vas-y, Jordan. Mais bon, une fois que tu es. Ouais, comme je disais, en fait, moi, j'espérais même cette élimination-là, parce que si on a encore fait une remontada avec Ancelotti, avec son sourcil en l'air, on aurait encore dit c'est merveilleux, c'est génial, le Real, ils sont capables de tout, mais ça aurait été l'arbre qui cache la forêt, et tu peux pas espérer te qualifier avec la saison que tu fais, avec le jeu que tu proposes. Tu veux dire que là, ce soir, c'est le début d'un chamboulement à venir au Real, tu penses? Bah, je l'espère en tout cas. Même, parce que changement de coach. Il faudrait quand même faire autre chose. Il faut proposer autre chose. Il y a des joueurs qui, à mon avis, ont fait leur temps. L'entraîneur, bon, moi, ce serait bien s'il peut également passer à autre chose. On l'adore. Oui. J'adore Carlo, mais il peut passer à autre chose. Moi, j'adorerais un truc, c'est qu'il ferme la bouche avec son chewing-gum. Je trouve ça très vulgaire quand tu mâches un chewing-gum avec la bouche ouverte. Franchement, ça se fait pas. Bon, bref. Après, ça peut être un style, parce que tu vois, Al Pacino le fait dans Hit, et franchement, c'est stylé. Ouais, mais Ancelotti c'était stylé quand il faisait des remontadas. Michael Jordan aussi le faisait, c'était stylé. Je peux pas le croire qu'on parle d'un chewing-gum. Michael Jordan aussi, c'était très stylé quand il. Ouais, exactement. Donc parfois, ça peut être un style. Alors, Jordan, il faisait des bulles en shootant. Pardon. Ouais, mais bon, Moi, je bannis le chewing-gum dans le sport.
Bah oui, mais en même temps, ils font ce qu'ils veulent, Gilbert. Ouais, tu vas faire une règle, tu vas faire tu vas leur filer un gage, tu vas faire des punitions. Il est bon, lui. Donc ça, toi, c'est sur on a des combats dans l'after, Manu. Alors toi, c'est chewing-gum dans le sport. Non chewing-gum, voilà, c'est comme ça. En revanche, je pense que pour jouer avec un chewing-gum, vaut mieux vraiment l'assumer. Il n'y en a pas eu des masses qui ont été vraiment bons avec un chewing-gum. Cafou jouait toujours avec un chewing-gum, mais bon, il était vraiment bon. Il était fort, mais il n'y a pas eu énormément de joueurs qui ont été bons. Il y en a qui ont essayé, mais être bons avec un chewing-gum. TJ Savanier, c'est moins bien en ce moment. Ouais, c'est vraiment moins bien, ouais. Ah, c'est pour ça peut-être. C'est qu'il y a des chewing-gums au ketchup apparemment. C'est peut-être pour ça que parce que ça gonfle et c'est pour ça après qu'il est un peu enveloppé. Bon, arrêtons la blague. Revenons au match. Jordan, tu changerais quoi toi si tu devais te projeter sur la suite là maintenant? Déjà, première chose, non, mais déjà l'entraîneur, en fait, qu'on ait déjà un projet de jeu, qu'on ait une vraie tactique, et pas un entraîneur qui mette 11 joueurs sur la feuille de match, ils disent allez les gars, faites-vous plaisir, donnez la balle à Vinicius. Attends. Sur ce point, Jordan, il faut quand même que tu dises quelque chose. C'est toujours pareil. Qui décide de prendre les joueurs? Dans quel contexte tu proposes les joueurs à un entraîneur? Ouais, c'est le président qui fait tout. Si à un moment, parce que ça fait partie d'une politique, et c'est souvent le cas au Real, historiquement, et c'est pour ça que je rappelle que dans les années 2000, ils ont eu une énorme traversée du désert parce qu'ils ont développé plus le marketing, la com, en recrutant tout et n'importe quoi, ils empilaient les stars et ça donnait rien du tout. Si Florentino Pérez avait dans le projet depuis longtemps de prendre Mbappé, mais que dans le même temps, il devait garder Vinicius, et que dans le même temps, tu avais quand même... Parce que, oublions pas que Rodrigo est un joueur extraordinaire, qui est mis dans des conditions catastrophiques à tous les matchs. Que dans la foulée, tu as Bellingham, qui est également un très bon joueur, mais qui est mis dans des très mauvaises conditions. En fait, c'était exactement comme le PSG avec Neymar, Messi, machin. Tu peux mettre Jésus sur le banc, pas genre Jésus, hein, le vrai Jésus. Ouais. Il va jamais, ça va jamais être possible, en fait. Non, mais je suis d'accord. Au PSG, on a toujours dit, et Campos le disait très clairement, de toute façon, l'erreur originelle, c'est tu ne mets pas dans la même équipe Mbappé et Neymar. Et là, je pense que Vinicius, Mbappé, c'est la même. Donc, comment tu fais l'équipe hier soir, on avait un auditeur qui nous a développé la théorie du 4-2, démerdez-vous. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Non, c'est au milieu de terrain, moi, surtout. Hein, le milieu de terrain, il est faible, Manu. Mais c'est pour ça. Je trouve que le Real Madrid a souvent dominé en ayant des grands milieux de terrain, quoi. Ah, évidemment, ils avaient une salle des machines qui était extraordinaire. Sans parler du secteur offensif, mais ils en font trois avec Casemiro, Modric, Kroos. Jamais meilleur milieu de terrain que ça. C'était quand tu as eu Iniesta, Rakitic, Busquets. Exactement. Et Xabi aussi quand il tournait en 2015. À un moment, les milieux de terrain, ça compte. Hein. C'est pas que ça compte, c'est même essentiel.